gauche, les femmes à droite. Alors ça, oui, mais c'est le salut populaire en fait en Chine. C'est quand vous voyez des petites statues des enfants, un garçon et une fille à l'entrée des immeubles, ils sont comme ça effectivement, et ça c'est populaire. Le salut taoïste en fait, toute la culture chinoise traditionnelle populaire en fait, elle vient du taoïsme. Il y a un auteur moderne qui s'appelle Lu Xun qui a dit toutes les racines de la culture chinoise sont dans le taoïsme. Donc souvent les Chinois font des choses sans le savoir et en fait ça vient du taoïsme. Alors le salut taoïsme en fait c'est pour les hommes et pour les femmes c'est la même chose dans le salut, c'est différent dans la pratique, c'est-à-dire dans la pratique de méditation. On dit en chinois nanzo nu yo, c'est-à-dire les hommes à gauche, les femmes à droite en fait. Donc chacun son côté. Alors pour le salut en fait ça se passe toujours de la même façon, c'est le pouce qui vient se mettre sur la base de l'annulaire, comme ceci. Vous fermez dessus, vous mettez les mains par-dessus en fait, et là, qu'est-ce que vous voyez en fait? Vous avez le yin et le yang. Vous avez la vraie origine en fait. Parce que Nanzo Nuyo, ça c'est yang, le côté gauche c'est yang, le côté droit c'est yin. Si vous faites un salut comme ça, vous arrivez, quelqu'un vous prend les bras, le yin et le yang ils se séparent. C'est pas le but. Le but c'est que le yin et le yang soient extrêmement imbriqués. Donc quand on médite comme ça aussi. On met ça dans le giron. Et ça fait aussi que l'énergie ne sort pas en fait, qu'elle reste comme ça. Donc pour les hommes en fait c'est pour le salut c'est tout le monde pareil en fait, on prend le pouce gauche, on l'entoure et on met les doigts par dessus. En fait les pouces ça représente soi-même, les doigts, les autres doigts ça représente les autres personnes, donc on se met toujours plus bas que les autres, on se met toujours plus bas, on ne peut pas saluer comme ça, on se met toujours comme ça en fait, on se met toujours plus bas, voilà. Donc ça c'est un peu l'idée. Et alors pour la pratique de la méditation c'est le contraire, les femmes mettront le pouce sur le pouce droit, comme ça, qui sera entouré, et ça dans le giron, et les hommes comme ça. Voilà. C'est l'idée. Donc, ce soir, on parle d'abord de la médecine chinoise. Médecine chinoise. 5 composantes à la médecine chinoise: l'herboristerie, l'acupuncture, le Tui Na, c'est-à-dire Tui c'est pousser, Na c'est tirer, ou on peut dire Anmo, Anmo c'est massage, mais bon c'est d'un côté plus professionnel en fait c'est Tui Na, la diététique et l'exercice. On peut avoir par moment, on peut avoir 6 catégories. Est-ce que vous entendez derrière ou pas? Ouais, ça va à peu près. On peut avoir 6 catégories si on sépare avec les moksas. Les moksas. Si ça vous dérange pas, je vais enlever ma veste en laine à l'intérieur. Parce que je suis désolé, mais il fait vraiment chaud. Ça se fait pas de laisser une scène vide, mais bon. Je suis désolé, c'est vraiment trop chaud. Je vais être mal à l'aise pendant 2 heures, c'est pas le but. Pour faire non, mais avec mes dents, est-ce que je suis capable de je sais pas, sérieux. Ah oui. Parce que j'ai Désolé. Mes excuses. Vous voyez, je me suis mis en bas. Donc, en fait, ce soir, j'ai prévu de parler de beaucoup de choses dans un temps imparti qui est assez court, en fait. C'est pas facile, c'est pas un exercice facile parce qu'il va falloir rester en surface de beaucoup de concepts, juste en espérant que ces concepts, en fait, vous donnent envie d'aller voir plus loin dans chacun des domaines qui seront énoncés. Tous ces domaines, en fait, ils sont liés les uns aux autres. Donc, je commence par la médecine chinoise. 5 composantes à la médecine chinoise. L'herboristerie, donc l'herboristerie avec
des méthodes de diagnostic qui sont différentes de la médecine occidentale. On considère qu'en fait, il y a 3 niveaux, dans la culture chinoise, il y a 3 niveaux chez l'humain. En fait, c'est le Ting, Qi, Shen. Ting, c'est l'essence, c'est les liquides qui composent le corps. Le Qi, c'est l'énergie qui se trouve entre le matériel et l'immatériel. Et le Shen, c'est l'esprit. Donc il y a 3 composantes. On estime que la médecine occidentale, en fait, s'occupe du Ting, c'est-à-dire de ce qu'elle voit, uniquement. C'est-à-dire qu'on appelle ça la théorie de la boîte blanche. La théorie de la boîte blanche, c'est-à-dire que la médecine occidentale, par rapport à l'anatomie, prend le corps, l'ouvre avec des microscopes électroniques, va voir les cellules de plus en plus petits, mais il faut que ce soit visible. Si vous avez mal, vous ne vous sentez pas bien, un manque d'appétit, un sommeil qui n'est pas terrible, etc., des problèmes de digestion, vous faites des examens et si on trouve rien, pour la médecine occidentale, c'est pas facile à faire. C'est un problème qui n'arrive pas dans la médecine chinoise, parce que il y a encore le niveau du qi, l'énergie. Il y a sûrement un problème énergétique quelque part. Il y a sûrement un problème entre les organes, d'harmonie entre les organes, qui fait que ça, on peut s'en occuper. Et la médecine taoïste, après, parce que la médecine taoïste et la médecine chinoise, c'est encore 2 concepts différents. S'occuperait aussi de l'esprit. Mais ça, c'est un concept dont je parlerai après, et qui est pour moi assez nouveau. En fait, j'ai fait 5 ans de médecine traditionnelle à Shanghai, ce qui m'a donné des bases en médecine occidentale, parce que les 3 premières années, c'est 50% médecine occidentale, 50% médecine chinoise. Et après 3 ans à passer d'un monastère à l'autre, avant de trouver cet endroit dont j'ai mis les photos là au début, qui s'appelle Wudang, qui est dans le centre de la Chine, qui est en fait la capitale du taoïsme depuis 600 ans en Chine. Donc c'est un endroit merveilleux. C'est ce que j'ai cherché en fait pendant 13 ans, partout en Chine, sans jamais trouver quelque chose d'aussi authentique. Et puis arrivé à Wudang, j'ai fait bon d'accord, c'est là, il n'y a pas de problème. Il y a énormément de maîtres, il y a énormément de temples, la tradition est vivante, il y a énormément de discipline, ce que j'ai pas vu dans les autres temples en Chine. Et donc c'est un endroit qui est extrêmement plaisant. Donc la médecine chinoise, l'arboristerie, les 4 méthodes de diagnostic, c'est Wang, Wen, Wen, Qie. Wang, c'est regarder. Théorie de la boîte noire. C'est-à-dire que la médecine occidentale ouvre et va voir, la médecine chinoise regarde l'intérieur par l'extérieur. En fait, le corps, c'est quelque chose qu'on hérite des parents. Donc, d'un point de vue confucianiste, c'est-à-dire le confucianisme qui a dirigé la pensée chinoise, qui est plutôt de type Yang, qui régit les rapports entre les gens, entre la société, vassal, seigneur, frère, père, fils, qui régit toutes les relations entre les gens, en fait, a dit que le corps étant quelque chose qu'on hérite des parents, on ne peut pas y toucher, même après la mort. Donc il n'y a pas eu d'anatomie dans la médecine chinoise. Ils n'avaient pas le droit de toucher au corps, même une fois disparu. Donc l'anatomie, en fait, ça fait à peu près même pas une centaine d'années en Chine. Par rapport à notre histoire anatomique, ça n'a rien à voir. Donc théorie de la boîte noire. Et on utilise le Wang, c'est-à-dire regarder les gens, en fait. Regarder, essayer de savoir l'état des organes, de la santé, en regardant la couleur de la peau, la correspondance des organes à certains endroits, plein de signaux, les oreilles, les cheveux, plein de signaux qui peuvent nous dire des renseignements sur l'extérieur, en fait, sur l'intérieur. Donc ça, c'est Wang. Et le médecin supérieur, en fait, c'est Shanggong Wei Wang. Le médecin supérieur fait son diagnostic par la vision. C'est-à-dire qu'il vous voit entrer, ça y est, il a son diagnostic, normalement. Ça, c'est ce qui est expliqué dans la cour le classique de l'empereur jaune, qui nous explique que le médecin supérieur pratique comme ça. Le classique de l'empereur jaune, en fait, c'est le plus grand classique de médecine. Ça a été écrit il y a 2500 ans. Et ça nous explique, en fait, toutes les théories de base de la médecine. Et à cette époque, en fait, la médecine taoïste et la médecine traditionnelle chinoise n'étaient pas séparées. Ça fait à peu près que 600 ans, en fait, que la médecine chinoise est séparée de l'esprit Shen, de l'esprit de la partie de l'esprit, en fait, à tel point qu'en fait, on a des médecins, comme par exemple Sun Semiao, un médecin de la dynastie des Tang qui a vécu 112 ans, qui a écrit énormément de grands classiques de médecine. Derrière, il avait une partie
qui était taoïste, en fait, une partie sur le Shen, avec tel type de pathologie, tel type de dessin chamanique, à bouillir avec les herbes, tel type de pratique à faire aux patients, tel type de mantra, etc. Et ça a été enlevé avec l'histoire, en fait. Et maintenant, c'est extrêmement difficile de trouver le livre original avec la partie manquante, en fait. Alors évidemment, il y a des aficionados en Chine qui font que ça, qui cherchent ce type de documents, et j'ai la chance d'en connaître. Donc après, nous, on peut les obtenir. Mais si vous achetez le bouquin de Sun Semiao, c'est sûr que la partie est manquante. Et c'est pas que qu'avec ce médecin. Par exemple, le Materia Medica aussi, qui regroupe toutes les plantes. C'est pareil, il y avait Li Shizhen, le grand médecin qui a écrit ça pendant 25 ans. Derrière, il a une partie où il explique comment, par la méditation, il arrive à voir le circuit des méridiens et comment il a classé les plantes, que telle et telle plante agit sur tel et tel méridien. Il nous explique ça. Donc c'est super intéressant pour les praticiens. Ça a disparu avec le temps. C'est dommage, ouais, c'est dommage. Mais bon, il y a un retour à la traduction aussi, qui fait que maintenant ça devient plus accessible qu'il y a même une dizaine d'années. Donc voilà, l'herboristerie. L'herboristerie, en fait, c'est composé à 80% de végétaux. La façon dont on traite les patients, c'est avec à peu près 80% de végétaux. Dans la panoplie, il y a aussi des minéraux. Il y a une partie de minéraux. Et après, ce sont des parties d'animaux. Ou des animaux entiers. Ça dépend. Si c'est par exemple des cafards, ou des scorpions, ou des chenilles, ou ce genre de trucs, ça peut être utilisé entier. C'est séché et après mis en décoction, en fait. Par exemple, dans un hôpital où j'étais interne la dernière année, des fois les Chinois, j'ai des amis chinois qui sont derrière, mais pour dire qu'on peut parler des deux mondes sans aucun problème. C'est qu'en fait, dans un hôpital, par exemple, on m'a dit, par exemple, un médecin m'a dit, tu vois ce mille-pattes là, bon, il a quand même 1000 pattes. Il est tout le temps par terre. Par terre, c'est humide, il a froid, et pourtant il n'a pas de rhumatisme. Donc si on le fait sécher, c'est forcément bon pour les rhumatismes. Alors je sais, ça fait sourire. Le problème, c'est que ça marche en cas clinique. Voilà. Donc, par exemple, on m'a dit, tu vois une noix, tu vois la forme que ça a, c'est forcément bon pour le cerveau. Ça paraît stupide. Ça marche. Tu vois les haricots, tu vois la forme d'un haricot, tu vois la forme d'un rein. Ça marche. Donc à partir de ce moment-là, il y a une pensée. De toute façon, dans le taoïsme, l'idéal du taoïste est en fait un peu un simplet, quoi. Un simplet heureux. Donc c'est aussi vers ça qu'on se dirige, en fait. Et c'est une façon de pratiquer. Par exemple, je sais que la plupart des gens ici pratiquent le Qigong. Si des personnes ici pratiquent le Qigong en se disant « ouais, mais je veux savoir comment ça marche, je veux savoir pourquoi je ressens ça, comment ça se déplace, etc. » C'est pas forcément la meilleure attitude. Et tout ce travail mental, des fois, peut faire qu'on n'arrive pas à relâcher, pas être dans la détente. Et justement, que le Qin Qi Shen, en fait, ne sont pas en harmonie. Ça peut être le cas aussi. Le moyen suivant, en fait, les herbes, en fait, on a un gros problème maintenant en Chine, c'est la qualité des herbes qui descend de façon faramineuse. Il y a des métaux lourds, il y a des produits chimiques dedans, c'est terrible. C'est terrible. Et puis, le gouvernement contrôle les prix, donc il a donné un plafond qui est très modeste pour le prix des plantes. Et ça fait que les gens ne peuvent pas faire de la qualité, en fait. Ils sont obligés de faire tout ce qui est vraiment qualité par l'étranger. Ici, ce qu'on prescrit, quand on travaille avec des entreprises qui sont ici, en fait, c'est ce qui a le meilleur de la Chine. C'est vendu beaucoup plus cher. Et Julien Clerc, non ? Je suis confuse. ça, il me semble que c'est Julien Clerc, j'adore. Donc voilà, donc des prix, une qualité qui est complètement différente. Je me trouve même dans des problématiques des fois de savoir si je dois traiter certains de mes meilleurs amis chinois avec des produits d'ici et de les ramener là-bas, en fait. J'en suis arrivé à ce niveau-là, donc c'est vraiment une grosse problématique. On verra comment ça se résout dans l'avenir. Les plantes qu'on consomme ici, en fait, il y a à peu près 10% du marché chinois, et le reste c'est le marché asiatique, c'est-à-dire Malaisie, Thaïlande, Vietnam, ce genre de pays, en fait. Le moyen suivant, c'est l'acupuncture. Donc l'acupuncture, ça peut être utilisé de façon pour traiter des problèmes locaux. Par exemple, on a
on a un point ici qui s'appelle Südcheveux. Alors si par exemple on a une tendinite, on peut piquer ici, en fait ça aura une utilisation locale. C'est-à-dire que dès que vous savez qu'en France l'acupuncture c'est considéré comme un acte de microchirurgie, parce que l'aiguille rentre sous la peau, donc c'est une classification assez ardue quand même pour nous, vu que c'est utilisé de façon très courante en Chine. Là, si on pique ce point, en fait, le cerveau, ça va envoyer un message tout de suite au cerveau qui va dire qu'il faut que j'aille m'occuper de cette partie. Donc tout de suite, il va renvoyer tout ce qu'il faut en termes de sang, d'afflux sanguin. Il va aller réparer les cellules de cette... c'est une des explications, en fait, plus ou moins moderne de l'acupuncture. Donc ça, c'est une utilisation locale du point. Ici, on a le méridien du poumon, Féétine, qui vient là. Ça peut être une utilisation en fait, du méridien, c'est-à-dire qu'on peut piquer ce point en cherchant un effet sur les poumons. On peut utiliser aussi le méridien dans son entier. Donc l'acupuncture très efficace, il faut lui donner un peu de temps quand vous faites des traitements par acupuncture. Souvent il faut voir comment les gens réagissent. Il y a plusieurs façons de piquer, il y a une façon qui amène de l'énergie, il y a une façon qui enlève de l'énergie, ça dépend le type de pathologie, ça dépend l'âge du patient aussi. Il y a plusieurs choses à savoir. On peut mettre des moxa, c'est-à-dire de l'armoise, sur les aiguilles d'acupuncture et faire passer la chaleur par l'aiguille. Ça aussi, ça se pratique un peu moins ici. Enfin, vous pouvez me dire si ça se pratique ou pas? Si, vous avez déjà vu? Parce que le problème, en fait, c'est les brûlures. Les brûlures, parce qu'on a toujours peur des brûlures sur le patient. En Chine, ils deviennent de plus en plus tatillons dans les hôpitaux. Si jamais ils ont la chance d'avoir une brûlure, ils ont la chance de pouvoir faire un procès et ils ont la chance de gagner de l'argent. Donc les médecins deviennent très très prudents sur ce genre de méthode. Et l'armoise en fait disparaît des hôpitaux. C'est aussi simple que ça. Les ventouses, maintenant, on nous conseille de les mettre entre 7 et 8 minutes, pas plus, dans les hôpitaux. C'est-à-dire que dès que c'est bien rouge, il faut enlever tout de suite parce que si jamais il y a une cloque, l'autre il prend une photo, il descend, il y a un bureau spécial pour les réclamations en bas, au premier étage, et voilà. Et on est sûr qu'après il y a des problèmes par rapport à ça. Donc ça devient très difficile aussi de pratiquer la médecine en Chine. Juste une petite aparté, c'est que la médecine traditionnelle chinoise en Chine, ça représente 10% du volume de médecine pratiquée. Donc c'est-à-dire qu'en fait 90% c'est de la médecine occidentale. Tous les hôpitaux, ce sont des hôpitaux de médecine occidentale, et il y a un service de médecine chinoise à l'intérieur. Ça, c'est la situation actuelle. Ça aura tendance à évoluer, ça ira un peu vers le mieux, mais pour l'instant, on a aussi un peu de mieux, en fait, c'est parce que le privé, on laisse du champ libre au privé maintenant. C'est-à-dire que des très bons médecins qui n'ont pas envie de rester dans les hôpitaux parce qu'ils n'ont pas moyen de pratiquer, parce qu'il faut voir 60 à 100 patients dans la matinée, ça fait en moyenne 3 minutes par personne. Ils n'ont pas envie de pratiquer comme ça pour des salaires de misère. Donc en fait ils vont dans le privé. Donc on a le développement du secteur privé où là ils pratiquent avec 45 minutes par patient. Normalement je disais qu'il y avait 4 méthodes de diagnostic, c'est regarder, écouter, sentir. Écouter ça inclut demander en fait, c'est l'interrogatoire. Et la dernière c'est prendre le pouls. Dans sentir dans regarder on a aussi regardé la langue qui est quelque chose que tous les médecins chinois adorent faire. Donc voilà. Le massage, il ne faut pas être pro pour faire du massage. Hein. Si vous respectez le fait de ne pas utiliser trop de force, n'importe qui vous masse les épaules, les trapèzes ou le cou, de toute façon ça fait du bien. Prendre le bras, le frotter comme ça. C'est des choses qu'on ne peut pas faire tout seul. C'est des choses qu'on peut pas faire tout seul. Donc à partir du moment où on n'utilise pas de force, puisqu'on n'a pas la technique et que ça peut faire mal, qu'on ne crée pas de problème, ça c'est vraiment conseillé que quelqu'un vous détende, que vous détendiez quelqu'un. À Wudang, quand on pratique par exemple la posture de l'arbre, on pratique longtemps, ça peut être une demi-heure, ça peut être une heure, ça peut être plus. On a des pauses avec un gong en fait, et on se masse mutuellement, tout en rond comme ça, et on reprend en fait. C'est-à-dire qu'il faut vraiment arriver à trouver une position extrêmement relâchée dans la posture de l'arbre. Donc le massage aide pour ça. L'automassage, de la tête aux pieds, ça c'est très pratique aussi. Le paeta, c'est-à-dire se frapper avec le point vide. Le point il est comme ça en fait. On peut frapper sur les méridiens comme ça, les méridiens yang qui sont à l'extérieur, méridiens yin à l'intérieur, je suppose que vous faites déjà. De la tête aux pieds,
en évitant juste le cœur. C'est le seul endroit où on n'a pas envie de frapper, mais tout le reste, surtout l'estomac, ça dans le sens des aiguilles d'une montre pour améliorer le transit, ou s'il y a des problèmes, au contraire, de colique, plutôt dans l'autre sens, pour faire remonter l'énergie. Ouais, ça c'est le massage et l'automassage. Dans la diététique, en fait, les principes qu'on essaie de respecter, c'est les Chinois en général mangent de la bouillie de riz le matin. Bouillie de riz donc fait dans un autocuiseur. Avec, là vous voyez par exemple il y a de la jujube, il y a les baies de goji, tout ça. Quand ça revient pendant 1 heure, 1 heure et demie, toutes les propriétés vont forcément être dans le riz et dans l'eau du riz. On peut mettre du riz noir, haricots, tout ce genre de choses. Et ça fait un espèce de plâtre pour l'estomac qui aime que le chaud. L'estomac, nous en France, on a l'habitude de manger cru, de manger froid. Et ça, c'est des problèmes pour l'estomac parce que le système rat-estomac en fait n'aime que le chaud et a besoin de dépenser beaucoup d'énergie pour réchauffer tout ce qu'on lui amène de froid. Cette énergie, on peut en avoir besoin ailleurs, notamment dans la longévité, c'est-à-dire qu'on peut avoir des années en plus si on respecte ce genre de principe, ce qui peut être intéressant. C'est pour ça que les Chinois aussi boivent toujours de l'eau tempérée, jamais froide. Alors nous, évidemment, on a des habitudes de prendre tout ce qui sort du frigo, de le consommer directement. Si au moins on pouvait le sortir à l'avance, le temps que ça prenne la température ambiante, ça serait déjà un gros gain. Et si on pouvait faire cuire plus, par exemple, la salade est cuite en Chine. Il y a une sauce qu'on trouve dans les magasins chinois, une sauce à l'huître, qui est très très bonne. Et on fait revenir ça, ou même, on appelle ça tsinchao, juste mettre un petit peu d'huile, faire revenir la salade avec un petit peu de sel, c'est très très bon en fait. Très très bon. Alors par contre, la façon de cuisiner chinoise, ça s'appelle le bao chao. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un gros feu et c'est saisi tout de suite. Pas à notre façon en fait de faire revenir les aliments extrêmement longtemps. Si vraiment l'aliment est trop dur à cuire, en fait, on va le passer dans l'eau bouillante avant, on va le sortir, et on va le passer dans l'huile extrêmement rapidement après. Ce qui fait qu'il conserve son croquant et il conserve sa couleur. Ce qui est extrêmement important quand un plat arrive à la table en Chine. En fait, il y a plusieurs baromètres pour évaluer la qualité d'un plat et le plaisir visuel, c'en est un. Donc il faut que ça reste, comme c'était au début, brillant avec l'huile. Et voilà. Ensuite, un des principes taoïstes, en fait, c'est de manger peu, en fait. Il y a une espèce de frugalité par rapport à la nourriture. On a des exercices de pigou, c'est-à-dire qu'on arrête de manger pendant une période de temps. Et là, on voit bien qu'au bout de 3 jours, 5 jours, en général, si on a vraiment faim, on mange des jujubes, comme ça, toujours en chiffre yang, 1, 3, 5, 7, 9. On mange ce genre de choses pour éviter la faim, mais c'est des périodes aussi où on pratique beaucoup de méditation, on essaye de ne pas trop consommer pour ne pas faire mal au corps. C'est pas le moment d'aller faire un marathon, quoi qu'il y en a qui le font aussi, il y en a qui ont aussi ce genre de pratique. Et là, on voit bien qu'en fait, le rapport à la nourriture est vachement émotionnel. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a coupé la nourriture pendant plusieurs jours, quand on y revient, on mange ce qu'on appelle kaigu, c'est-à-dire recommencer à manger. Au début, on mange ce dont on a besoin. Tout nous apporte de l'énergie, c'est très bien, c'est amplement suffisant. Et puis au bout du 2e jour, 3e jour, on va retomber dans le schéma habituel. Qu'est-ce que je vais manger? Qu'est-ce qui va me faire plaisir? Et on tombe dans le plaisir plus que dans la nécessité, en fait. Donc on voit bien, et puis on voit la façon dont les gens mangent, en fait. Vous voyez les gens manger heureux, des gens manger tristes, mettre beaucoup d'émotions en fait dans ce qu'ils mangent en fait. Et c'est un problème parce que la nourriture, ça nous sert à nous tenir en vie, mais pas plus que ça. Ça ne devrait pas être là la source de plaisir. La source de plaisir, elle devrait être plus intérieure qu'extérieure en fait. Et la nourriture, c'est quelque chose de... Évidemment, on peut se faire plaisir en mangeant, mais globalement, je dis la théorie, sur le long terme, c'est ça en fait. Le 5e point, c'est l'exercice. Alors l'exercice, en fait, Qigong, Tai Chi Chuan. Alors le mot Qigong apparaît dans les années 70 par un médecin de Pékin pour un aspect pratique, pour regrouper toutes les catégories qui existaient avant. Les catégories qui existaient dans les méthodes traditionnelles de santé taoïste et médicale, c'est le Taoyin. Taoyin, ça veut dire guider l'énergie. Donc là, c'est plus des mouvements de stretching, en fait. Le Tu Na, c'est l'exercice que sur la respiration. Tu, ça veut dire cracher. Na, ça veut dire inspirer. Taoyin, Tu Xiang, la visualisation. Toutes ces méthodes, en fait, qui sont différentes. Le Wushu, évidemment, les arts martiaux.
ont été regroupés sous une seule appellation qui s'appelle le Qigong. Mais c'est générique. Donc le Qigong, le Tai Chi Chuan ou les autres formes de pratique, en fait, c'est le seul moyen actif où en fait le patient prend sa santé en main et activement en fait va rechercher un but de santé. Alors que tous les autres, par exemple, on lui donne des médicaments chinois, on lui fait une séance d'acupuncture, on lui fait une séance de massage, ou on lui dit quoi manger. À la limite, la diététique, ça sera encore un peu entre les deux. Mais les autres moyens, c'est passif. Le patient est passif. Or, le principe de la médecine chinoise, c'est que les gens se tiennent en santé par eux-mêmes. Si le médecin pouvait disparaître, ça serait l'idéal en fait. Dans le système traditionnel de santé chinoise, en fait, un médecin s'occupe de plusieurs familles, va les voir régulièrement, les surveille pour pas qu'ils tombent malades. Et il est payé pour ça. Dès qu'une personne tombe malade, il paye les herbes de sa poche, il est plus payé pendant ce moment-là. Donc son intérêt, en fait, c'est que les gens soient en santé. Ce qui est exactement l'opposé d'aujourd'hui où le médecin gagne de l'argent que quand on va le voir, en fait. Donc là, le Qigong, en fait, Qigong, Tai Chi Chuan, tous les arts de santé, la pratique, la gymnastique chinoise, etc., ça, en fait, c'est le but, c'est de garder les gens en santé et que les problèmes n'interviennent pas, en fait. S'il y a des problèmes, il y a bien sûr des Qigong médicaux où on soigne un organe en particulier par un mouvement ou par un son ou par une visualisation. Mais ça, c'est quand on n'est pas en état de santé ou un état de santé moindre et qu'on essaye de revenir vers la santé. Or, le marché, entre guillemets, des gens en santé est en fait beaucoup plus important que le nombre de personnes malades. Donc en fait, l'accent, normalement, est mis sur les personnes en santé. Et ces personnes en santé, en fait, c'est là le plus important, en fait. C'est là le moment le plus important, c'est à ce moment, quand vous êtes en santé, qu'il faut pratiquer, en fait, pour éviter de tomber malade. Les pratiques que vous faites dans le Qigong, en fait, sont très bonnes parce qu'elles sont génériques, en fait. C'est-à-dire qu'elle travaille sur tous les organes en même temps et sur l'harmonisation des organes. Vous n'avez pas besoin, peut-être qu'on vous a dit, un médecin chinois vous a dit, vous avez peut-être une faiblesse des reins, vous avez un problème dans l'énergie des reins, du foie. Alors là, vous pouvez peut-être travailler des mouvements spéciaux pour étirer le méridien du foie, etc. Mais d'une façon globale, si le problème n'est pas vraiment prononcé, en fait, il faut faire de la prévention avec des méthodes globales, comme par exemple les 8 pièces de Brocard. Je regardais dans le programme ce que vous faisiez, les 12 trésors, le Jianzhuang, alors le Jianzhuang, la technique de l'arbre, la posture de l'arbre, ça c'est vraiment, j'aimerais insister dessus parce que c'est les premières choses qu'on nous apprend en Chine et quand on voit nos vieux maîtres de 80 ans, ce qu'ils sont en train de faire, ils sont en train de faire ça. Donc la puissance de cet exercice est absolument incroyable en fait. Pourquoi ? Parce qu'il va travailler sur l'ennui, il va travailler sur l'esprit en fait. C'est-à-dire que même si si vous avez une position haute, peut-être que là, ça va être physique. Ou des positions comme ça, ou comme on disait, il y a des positions sur un pied, le Tim Tiduli. Ça, c'est peut-être plus physique. Ou les positions de Sini Chuan, où on est complètement en arrière sur une jambe, ça, oui, c'est peut-être plus physique. Mais si vous avez une position presque droite, avec les genoux légèrement fléchis, les mains en face du Tantien, là, à ce moment-là, c'est pas physique. Et pourquoi on n'arrive pas à tenir une demi-heure? Pourquoi on n'arrive pas à tenir une heure? C'est que vous travaillez sur l'étape suivante qui est celle de l'esprit, qui s'ennuie ou qui dit non, j'ai autre chose à faire ou je ferais mieux de faire autre chose. Et cette subtilité en fait de douceur qu'on est en train de travailler, ça c'est ce qui est le plus efficace dans la vie de tous les jours. Et en fait les résultats de ce genre de pratique, il ne faut pas les chercher pendant la pratique elle-même. Il faut la chercher dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire, est-ce que cette fois-ci, il y a quelqu'un qui est passé devant moi, qui n'a pas respecté la priorité à droite? Est-ce que je réagis tout de suite ou est-ce que je suis en contrôle de moi-même? C'est là où vous pouvez tester votre kung fu, c'est-à-dire la maîtrise. C'est dans le rapport humain, en fait. C'est souvent dans le rapport humain. Et puis, bien sûr, la santé. Est-ce que je sors de ma voiture plus facilement? Est-ce que les articulations sont plus libres? Ça, c'est évident. Mais c'est dans la vie de tous les jours qu'on regarde les effets de la pratique. Donc, ça c'est la présentation en fait des courants de pensée chinois, Lao Tzu, en moins 600 avant Jésus-Christ, son élève Zhuangzi, l'école de la liberté. Au milieu c'est Confucius, c'est moins 500 avant Jésus-Christ, et le Bouddha qui vient d'Inde.
Donc en fait, Confucius aurait demandé l'enseignement aussi à Lao Tzu. Et dans la façon traditionnelle du taoïsme, en fait, Lao Tzu a répondu juste par un geste. Il lui a montré sa langue. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire, non? Parce qu'en fait, Confucius était un jeune homme très très brillant, extrêmement bon à l'école, qui avait déjà l'idée en fait de construire un système d'enseignement, etc. Il a été voir donc le vieux Lao Tzu. Et Lao Tzu, c'est tout le contraire. C'est la voie de la nature, c'est la voie du retrait, c'est pas aller vers l'avant, etc. Et il lui a demandé l'enseignement. Et donc Lao Tzu n'a pas répondu, il a fait. Et là, Confucius a fait. Mais nous, non. Nous, non. Et en fait, ce que voulait dire Lao Tzu, en fait, il montrait à Confucius, il disait, voilà, regarde, les dents, c'est ce qu'il y a de plus dur dans le corps. Et bien, c'est ce qui va partir avant la fin, on va perdre nos dents, etc. La langue, c'est ce qu'il y a de plus mou. Mais jusqu'à la fin, elle sera là. Donc, il faut être souple. Il faut être comme la nature, il faut se baser sur la nature, etc. Et ça a été un grand enseignement pour Confucius, qui ne l'a pas mis en pratique d'ailleurs, puisque son système est quand même assez rigide. Mais voilà, ça c'est les 3 écoles de pensée. L'école en fait taoïste commence déjà la pensée taoïste commence bien avant Lao Tzu, puisque Lao Tzu synthétise la pensée de ce qu'on appelle Shanggu Zhezhen, c'est-à-dire les hommes d'avant. Et c'est une catégorie extrêmement large, mais c'est par exemple l'époque du Yiking. Le Yiking est bien antérieur au Tao Te Ching, au classique de la voie et de la vertu de Lao Tzu. Donc il reprend cette pensée en la mettant en poème, en la mettant d'une façon extrêmement agréable à lire, et en plus à plusieurs entrées. C'est-à-dire que selon qui on est ou ce qu'on fait, on peut y trouver des conseils pour nous-mêmes. Donc c'est un ouvrage extrêmement intéressant. Et donc ça, c'est en moins 600 avant Jésus-Christ, et ça dure en fait comme ça. Il n'y a pas d'école taoïste. En fait, même le mot taoïste, Tao, ça vient de Tao Te Ching, le classique de la voie et de la vertu. C'est le premier mot du bouquin, simplement. Donc Tao, ça veut dire la voie. C'est ce que j'ai marqué ici. C'est en fait une tête, et c'est la clé de la marche en dessous. Donc c'est ce qu'il faut faire en premier. Dans notre vie, c'est ce qu'il faut faire en premier. C'est porter son attention là-dessus, sur la pratique du Tao. Donc en fait, les bibliothécaires, le bibliothécaire de l'empereur a demandé en fait à ce qu'il y ait des catégories pour classifier les livres, et il a fait une catégorie pour tout ce qui se rapprochait du taoïsme, et donc ça a été appelé taoïsme, mais bon, c'est juste un nom. Et après, en fait, donc ça commence en moins 600, il y a des guerres d'école, un temps extrêmement fructueux au niveau intellectuel et de la pratique, parce que la pratique chinoise, c'est pas que de l'intellectualisme. Et en fait, la première école religieuse, c'est la fin de l'époque des Han, en 200 après Jésus-Christ. Donc là, on a un gars du Sichuan, qui part du Sichuan, qui va dans le Jiangxi, en bas de la Chine, qui trouve un endroit extrêmement propice à la pratique, puisqu'il y a des montagnes avec une teneur en oxygène qui est extrêmement grande. Et leur pratique, à l'époque, c'était l'alchimie intérieure. Et pour l'alchimie intérieure, un des composants, c'est la respiration, c'est l'air. Donc si on le fait dans une ville, enfin à l'époque évidemment ça devait être moins pollué, mais si on le fait dans un endroit où il y a beaucoup d'animaux, etc., il y aura peut-être du CO2. Là ils avaient trouvé un endroit dans le Jiangxi qui est extrêmement bon. Et là en fait ils commencent à enseigner, et ils forment la première école, qui est l'école de la Grande Unité, où les pratiquants en fait, peuvent se marier, peuvent manger de la viande, peuvent boire de l'alcool et pratiquent le taoïsme. Et ça dure jusqu'en à peu près 600 après Jésus-Christ, 400 ans après, où sous l'influence du bouddhisme, qui prend toute la clientèle spirituelle de la Chine, le taoïsme a besoin de réagir et crée une école moniacale, en fait, qui ressemble plus au bouddhisme, en fait, et qui a attiré beaucoup de monde aussi. Donc voilà, donc pour moi, dans ma pratique personnelle, en fait, il y a 3 composantes. Il y a donc tout ce qui bouge, tous les kung-fu, que ce soit kung-fu arts martiaux, wushu, tai chi chuan, que je pratique, ou tous les qigong, que ce soit médicaux ou pas. Ça, c'est tout ce qui bouge. Donc ça, c'est une pratique, mais ça n'en est qu'une. Si on fait que pratiquer ça, en fait, on va être plein d'énergie, mais au niveau des relations humaines, etc., ça aide pas beaucoup, en fait. Ça joue pas sur le caractère, ça joue pas tant que ça sur le caractère. On sait qu'il faut être calme, etc., mais ça joue pas tant que ça. Après, on a la partie calme, la partie méditation, soit avec visualisation, soit avec l'attention à la respiration, ou un point d'acupuncture comme le Tantien sous le nombril, ou les points Yongquan sous la plante de pied, qui est là.
en fait. Ça, c'est pour les gens qui ont de la pression artérielle, c'est très très bien, parce que comme c'est le point le plus éloigné du corps, en fait, on fait descendre toute l'énergie. Donc on se concentre sur ça, et en fait, et les gens qui ont du mal à se détendre aussi, tout descend vers le bas, ça c'est très très bien. Et la troisième partie qui est nécessaire à mon avis, c'est tout l'enseignement taoïste ou médical, et notamment en chinois. Donc là, la puissance du caractère chinois par rapport à un alphabet voilà, européen, je pense que ça ressemble plus comme une espèce de magie chamanique en fait. Tous les symboles ont une signification, surtout avant la simplification de Mao Zedong. Mais ça, pour moi, apprendre des choses en chinois, ne serait-ce que je vais vous donner un exemple à la fin, le cerveau est vide, l'esprit est calme, le corps est détendu, ça fait 3 phrases. Je pense que tout le monde peut retenir ce genre de choses. Et je pense que si vous l'utilisez, comme je pourrais prescrire une herbe, si je prescris cet exercice, je pense que votre pratique en gagnera beaucoup en fait. Gagnera beaucoup. Donc voilà l'évolution de l'écriture, on part avec justement des pictogrammes, on va vers quelque chose de plus compliqué. Ça c'est l'endroit que je loue en ce moment en fait à Wudang, donc j'ai retapé en fait cette ferme et il y a 5000 m² de théiers autour, donc on fait du thé tous les printemps, la cuisine, des chambres, et il y a des gens de partout qui viennent pratiquer en fait, échanger sur le taoïsme. L'hôpital, la culture du thé qui commence à être de plus en plus importante. Et il y a d'autres photos après. Donc voilà, en gros, c'est l'idée. La différence entre la médecine, là c'est à droite, c'est mon maître de Wudang, qui s'appelle Yuan Shugang, quelqu'un qui est très connu. En bas à droite, un autre maître que j'ai qui a 88 ans. Ça, cette photo, c'est le mois dernier. Il est en pleine forme. Il porte sa bouteille de gaz pendant 20 minutes. J'ai vu des choses incroyables. Quelqu'un qui est très intéressant, c'est lui qui a peint ça d'ailleurs. Shen, l'esprit. Ça, c'est un espèce de temple qui est dans les montagnes de Wudang aussi, très éloigné, avec ce maître qui est là, qui était prof de kung-fu dans l'armée avant de devenir moine. Maintenant, ça fait une trentaine d'années qu'il est moine. Et il y a beaucoup d'étrangers qui vont là-bas parce que ce maître, en fait, a la particularité d'être très bon en médecine, de savoir beaucoup sur la médecine chamanique, des choses qu'on trouve nulle part, et d'être très bon en kung-fu et en tai chi. Donc ça fait beaucoup pour un seul homme. Et du coup, en fait, il y a énormément de monde. C'est un peu ce genre de conditions qu'on cherche, en fait. C'est extrême. Il y a au moins 3 heures de route à pied. Dans la montagne, il n'y a pas de route. C'est vraiment extrême, mais c'est ce que les gens cherchent quand ils vont à Wudang, en fait. Donc ça marche très bien. Voilà. Donc ça, c'est ce que je disais, en fait. Par exemple, non, Kong Kong, ça c'est le cerveau doit être vide, ce genre de choses. Ti, son, le yao, au milieu, on peut l'enlever, en fait. On peut répéter 2 fois le mot après. Ti, c'est le corps, son, c'est détendu. Et en fait, mon prof de 88 ans, c'est comme ça aussi. En fait, il fait beaucoup de visualisation, il pratique comme ça. Je suis détendu. Avec une voix toute douce, une voix intérieure toute douce, toute lente. Et en fait, sa méditation, c'est pas une méditation dure, par exemple, genre Shiné chez les bouddhistes ou le zazen, où on va essayer d'avoir une mer calme. Lui, il fait exactement le contraire, en fait. C'est-à-dire qu'il fait exactement, il trouve que c'est pas assez naturel de se bloquer, d'essayer de contrecarrer les pensées comme ça. Et il dit que ça va créer des crispations, en fait. Donc lui, ce qu'il fait, en fait, c'est dans le vide, il y a du plein, dans le plein, il y a du vide. Et ça change sans arrêt. C'est comme un yin et un yang, en fait. C'est-à-dire qu'il commence par méditer, et au bout d'être calme, en fait, et au bout d'un quart d'heure, il va répéter un ou 2 trucs comme ça, dans ce genre-là. C'est-à-dire qu'il va casser le calme avec quelque chose de volontaire. Ou se dire, par exemple, il a 88 ans, il a une petite chanson qui est ça veut dire je suis pas vieux, je suis encore un bébé. Hein. Et il se répète ça, et je vous assure que ça marche. Bon, il n'y a pas que ça, il fait aussi beaucoup de pratiques physiques, mais c'est un des rares à avoir compris l'importance de ça. Alors que beaucoup d'autres maîtres, comme mon maître de Kung Fu par exemple, arrivent à avoir des corps très puissants,
arrivent même à réaliser des choses que l'autre maître de 88 ans n'a pas réalisé, mais au niveau de la santé, c'est moins bon. C'est-à-dire que tous les kung-fu qu'on acquiert aussi, il va falloir les payer d'une façon ou d'une autre. Si on arrive à faire quelque chose d'extraordinaire, il va falloir le payer physiquement ou énergétiquement. Donc les gens qui vivent le plus vieux, en fait, ne sont pas dans cette recherche-là. Ils sont dans juste une recherche d'harmonie, de nature, de simplicité. On sait qu'on est, on meurt, on sait que ça c'est un processus naturel et on le suit de la meilleure façon qu'on peut en restant en santé. Le but de mon maître de 88 ans, c'est Wu Ti Zong, c'est-à-dire partir sans maladie. Et pour l'instant, rien à dire. Et voilà, donc après, c'est différentes façons de procéder. Il y a des gens qui sont extrêmement attirés par des descriptions de choses extraordinaires, comme par exemple la pilule d'immortalité dans le Dantian, des choses qu'on entend parler, l'ouverture de la circulation microcéleste. Il y a des gens qui vont passer énormément de temps sur ça. Ce genre de kung-fu, ça se paye, il faut le savoir. Le taoïsme religieux refuse la mort. Il dit non, de toute façon, nous, si on s'entraîne très bien, on peut devenir immortel. Et le taoïsme philosophique dit non, non, on est borné par la naissance et la mort, c'est un processus naturel, et on va aller avec ça. C'est une façon de procéder différente. Voilà, les chantés, il y en a partout. Voilà. Donc je voulais vous parler aussi rapidement en fait, de ce qu'on peut faire en fait, dans une journée, ce que je fais en fait, dans une journée, comment je mets des éléments de ma pratique dans une journée tous les jours. Alors d'abord le réveil, si possible assez tôt. Ensuite, pas bouger directement du lit en fait. D'abord il y a automassage des têtes de la tête aux pieds. Ensuite sourire pendant les massages. En fait déjà mettre une bonne atmosphère, envoyer un message à toutes les cellules, un message de bien-être et de bonheur. Massage du ventre, ça c'est extrêmement important. Après, si vous connaissez un peu de réflexologie plantaire, c'est bien aussi. Donc voilà, ça commence par ça. Après, moi évidemment, je vais faire des récitations de textes comme ça pour être sûr que la pensée va rester sous contrôle et dans le bon sens. On a des poèmes en fait sur le fait de ne pas s'énerver, sur le fait de laisser passer les gens. Voilà, que laisser passer, en fait, c'est un kung-fu aussi important. Kung-fu, ça veut dire maîtrise en chinois. C'est un kung-fu aussi important que par exemple, bouger la balle d'énergie. C'est aussi important. Le taoïsme, c'est Xingming Shuangxiu, le corps et l'esprit. Ce qui le rend très différent, à mon sens, des autres pratiques, et bouddhisme inclus. Ça en fait quelque chose d'assez différent. Donc voilà, après ça, en fait, se lever, en général, après se lever avant le petit-déj, la posture de l'arbre, c'est bien. Ça pose bien, 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, ça dépend du temps qu'on a. Au moins, on a fait quelque chose pour notre santé, et ça, c'est une attitude positive qui fait que quoi qu'il arrive dans la journée, ça c'est pris, c'est-à-dire qu'on a décidé que la journée serait mise sous l'égide de la santé, de la recherche de la santé et du calme. Donc ça c'est important d'avoir une attitude mentale dès le début, parce qu'après quoi qu'il se passe, de toute façon ça c'est pris, et personne, aucune situation pourra faire m'enlever le temps que je me suis donné dès le matin. Ensuite, un petit détail, parce que j'avais vu ça dans une conférence, ça faisait assez rire les gens en fait, le conférencier taoïste en Chine commence par demander en fait aux gens si dans la vie de tous les jours ils savent boire. Alors là évidemment ça a surpris les gens, oui ça m'est arrivé quelques fois déjà, et en fait lui il prend son verre d'eau et en fait c'est une micro-gorgée mélangée à de la salive, ça descend, une deuxième micro-gorgée, ça dure 5 minutes. Et en fait là vous avez toute la pratique physique. La salive c'est un médicament, vous savez quand vous commencez à méditer le soir, hop, il y a une production de salive, vous le voyez bien. Ben ça c'est un médicament, il faut absolument la faire descendre avec l'intention dans le dantian pour que ce soit stocké. Et de même après il regarde les gens, il dit et aller aux toilettes, vous savez, bah oui c'est pareil, moi ça m'est déjà arrivé quelques fois depuis que je suis tout petit. Et en fait quand on par exemple on va uriner, il faut serrer les dents pour qu'on dit qu'on a le yuan-qi, l'énergie originelle en fait, pour pas qu'elle parte en fait, parce que déjà il y a quelque chose qui part du corps, qui va entraîner de l'énergie, c'est comme une effusion de sang en fait.
Le sang, le chi part avec le sang. De même, il pourrait partir avec l'urine. Donc, on le retient en fait par les dents. Et si possible, on met les mains sur les reins aussi. Et il y a même une technique qui va plus loin, en fait, c'est quand on urine, en fait, de penser à un point qui est ici, pour que notre intention aille pas vers le bas, mais qu'elle aille vers le haut. C'est-à-dire que ce qui doit sortir, les déchets, ça sort, mais l'énergie, ça sort pas. L'énergie, on en a besoin, donc on la garde. Donc voilà, après, le matin, c'est yang, en fait. De minuit à midi, c'est yang. Donc normalement, on bouge. C'est-à-dire que le matin, on va pratiquer du tai chi, du wushu, si on a l'occasion. Si on est au bureau, le mieux, c'est au moins toutes les heures de bouger un peu. Ça, c'est indispensable. Maintenant, il y a des tai chi qui sont très très bons, en fait, qui sont sur place. Parce que le problème du tai chi, en fait, c'est quand on commence une forme, on la commence là, on va là et on revient là, en fait. Donc ça, c'est pas facile. Mais maintenant, il y a des tai chi, par exemple, on ouvre, pas à gauche, pas à droite. Donc ça reste, en fait, après ouverture à gauche, ouverture à droite, qui sont symétriques, en fait, et qu'on fait dans un espace réduit, comme le Qigong. Donc ça, c'est le matin. Après les repas, j'en ai un petit peu parlé. L'après-midi, on essaie de se reposer, en fait. Après manger, on essaie de se reposer, pas tout de suite, au moins une demi-heure, 3/4 d'heure après manger. Si on s'étend, en fait, mais qu'on ne dort pas, et qu'on fait la respiration, en fait, sur le tantien, attention à la respiration, en fait, c'est aussi bien que de dormir. L'après-midi, c'est yin. L'après-midi, ça commence à être yin, en fait. C'est-à-dire qu'il faut commencer à se calmer, en fait. Donc l'après-midi, ça peut être lecture de texte, ça c'est important, pratique de visualisation, et le soir, c'est complètement yin. Avant de dormir, c'est la méditation assise. Il faut mieux éviter de faire, par exemple, la posture de l'arbre le soir avant de dormir. Le soir, c'est vraiment yin. Voilà, donc je sais que vous suivez dans les cours de Qigong, vous suivez les saisons, c'est très bien. Quelques conseils, en fait, qu'on vous a sûrement dit, je les répète, sur la saison de l'hiver. Donc la saison de l'hiver, en fait, c'est une saison de froid où les pores de la peau, en fait, sont plus ou moins plus fermés que d'habitude, ce qui fait que les liquides ne vont pas s'évaporer comme ils le font dans les autres saisons. Les liquides restants dans le corps, en fait, vont être éliminés par l'urine. Et en fait, comme il n'y a pas de transpiration, il va y avoir une surcharge du travail des reins. Donc c'est une saison où on fait extrêmement attention à nos reins, en fait. Donc évidemment, frotter les reins, frotter les mains, amener la chaleur, 1 fois, 2 fois, 3 fois, ou mettre dans cette position, on adore cette position dans le taoïsme, qu'on appelle wogu, c'est-à-dire mettre le pouce à l'intérieur, comme ça l'énergie ne sort pas. C'est ce que font naturellement les enfants, en fait, les bébés, et les personnes âgées, pour garder l'énergie, en fait. Et moi, en fait, dès que je prends un transport en commun ou dès que je suis dans la voiture et que je reste longtemps, alors pas si je conduis, hein, si je suis dans les transports en commun, je vais me mettre comme ça. Je vais mettre la langue au palais, les mains comme ça. S'il y a des gens qui regardent trop, je vais mettre les mains dans les poches. Et je vais rester comme ça, en fait. Pimou et en chaîne, c'est-à-dire fermer les yeux pour nourrir l'esprit. Ça, c'est conserver son énergie, en fait. Tout simplement conserver son énergie. On peut méditer comme ça aussi le soir, en fait, mettre cette position. Ou dans la position du salut, comme je vous ai montré, comme ça aussi. Donc voilà. L'hiver, en fait, on fait surtout attention à l'énergie des reins. C'est une saison où on dort plus, c'est-à-dire qu'on se couche plus tôt, on se lève plus tard. Nous, dans la montagne, évidemment, on ne peut pas sortir avant le lever du soleil. Parce que c'est tellement froid que si on commence à faire nos exercices avant que le soleil se soit levé, ce qui n'est pas le cas en été, au contraire, en été, on attend le soleil. On sort tellement tôt qu'on l'attend et on commence à prendre des énergies comme ça, jusqu'à ce qu'il se lève et jusqu'à ce qu'on puisse plus le fixer, en fait. Mais l'hiver, non. L'hiver, il faut attendre que la terre soit un peu réchauffée pour sortir. Donc, évidemment, après, c'est selon les possibilités de chacun, mais ça, c'est les grands principes. Donc, c'est une période où on n'attend pas trop de résultats de notre pratique. Les résultats se feront sentir plus en automne et en été. En printemps et en été. Donc pareil au niveau souplesse, c'est pas. Donc c'est une période où on hiberne un peu. C'est une période où logiquement il faut éviter le plus possible de transpirer. Cette transpiration en fait va pas être re-remplie par l'énergie yang. En hiver, il n'y a pas d'énergie yang. En fait, l'énergie yang, elle va au centre de la Terre à ce moment-là, comme elle va au centre du corps.
En été, si on transpire, comme elle est autour, c'est pas grave, on est re-rempli tout de suite. Mais en hiver, on peut pas transpirer comme ça sera de la perte pure. Donc on essaye de... Qigong, évidemment, ça fait pas transpirer, mais à ce moment-là, on essaye de ne pas perdre trop d'énergie. Pareil pour les relations sexuelles, logiquement, les relations sexuelles, c'est un petit peu moins en hiver qu'à des périodes où l'énergie yang est tellement présente, par exemple en été, que voilà, s'il y a quoi que ce soit, on est re-rempli. Voilà. Évidemment, en hiver, on essaye de manger des choses de nature chaude, comme par exemple la viande de mouton, qui est de nature extrêmement chaude, beaucoup de potage, de soupe, tout ce qui est revenu, qui est de nature chaude, le gingembre, le persil, l'ail, les cerises, les courges, qui sont classifiées, qui sont... Pardon ? Les cerises en hiver. Ouais, c'est pas facile à trouver, non. Non. Donc voilà, donc des choses de nature chaude. Après, il y a des bouquins qui existent là-dessus, parce qu'en fait, en Chine, tout est déjà classifié entre chaud, froid, tempéré. Mais en France, on a aussi des bouquins qui reprennent les concepts de la médecine chinoise, donc à vous de savoir quels aliments sont de nature chaude et de nature froide, et de manger selon la saison et selon vos besoins. Si vous avez les mains toujours froides, évidemment, il va falloir vous orienter vers une nourriture plus yang. Si c'est le contraire, si par exemple vous avez les yeux secs en permanence, la gorge sèche en permanence, c'est un manque de yin, il va falloir aller vers des choses qui ramènent plus de yin et d'humidité, comme par exemple les poires, qui amènent beaucoup d'humidité dans les poumons, des champignons blancs qu'on trouve chez les commerçants de magasins chinois. C'est pas les champignons de Paris, les champignons blancs. Et les reins, en fait, et l'hiver, ça correspond à la couleur noire. Donc tout ce qui est de couleur noire est très très bon en hiver. C'est-à-dire le sésame, le riz noir, les haricots noirs, tout ce qui pourrait être de couleur noire, en fait. Ce sera bon pour les reins. Le chocolat, il est bronzé, il n'est pas noir. Ah oui, le chocolat noir, d'accord. Très bien. Enfin, ça serait mieux d'avoir des légumes quand même. Après aussi, tout ce qui est noix, oléagineux, c'est bon à cette période. Voilà. Donc ça, on a fait un tour assez rapide en fait de l'ensemble de ces choses-là. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à tout ça. Est-ce qu'on peut faire un échange sur ce qui a été dit? J'ai peut-être parlé de choses dont s'il y a des questions. La cuisson, s'il vous plaît. Sur la cuisine. Ouais. La cuisson, la température doit être faible quand même, pour ne pas tuer les vitamines, les choses comme ça. Non, c'est exactement le contraire en fait. Quand vous voyez dans les restaurants chinois, quand ils font à manger, en fait, les feux, c'est le feu. C'est un feu. On se demande comment il ne se brûle pas parce que ça va de là à là. Le wok est dedans, s'il y a de l'huile, le feu va dans le wok et ça brûle tout. Et c'est tout le contraire, c'est saisi à une vitesse, à une température extrêmement haute et extrêmement courte. C'est comme ça que ça saisit en fait. Juste une petite chose dont je n'ai pas parlé en fait, c'est la différence entre la médecine taoïste et la médecine chinoise. Parce que Anne me disait aussi qu'elle pensait que la médecine chinoise, en fait, c'était la médecine taoïste, et la médecine taoïste, c'était la médecine chinoise. Non, en fait, c'est vraiment des méthodes de pratiquer qui sont totalement différentes. La médecine taoïste est extrêmement dure à trouver en Chine en ce moment. C'est quelque chose qui a quasiment disparu. Heureusement, il y a encore quelques personnes qui le font. C'est très différent, c'est pas forcément reconnu. C'est donc aussi la médecine qui était à la base de la médecine chinoise et qui a disparu avec le temps en fait. Elle inclut l'élément esprit dedans et l'élément pratique personnelle. C'est-à-dire que déjà c'est très demandeur pour le médecin. En médecine chinoise, bon, on fait son diagnostic, effectivement, il faut être perspicace, il faut apprendre beaucoup de méthodes de diagnostic, etc. Mais c'est relativement simple. Plus dur que la médecine occidentale, mais quand même relativement simple. La médecine taoïste, si le praticien ne pratique pas énormément,
En plus, c'est pas une pratique simple, c'est vraiment, il faut amener la chose à ce qu'elle a de meilleur, c'est-à-dire dans le niveau de l'esprit. C'est vraiment très dur, il faut y passer beaucoup de temps. Il faut arriver en fait que, à la limite, je pourrais faire une parabole, c'est que votre prescription en fait est de l'énergie. Il faut arriver à ce genre de choses. Donc après, il y a des exercices à pratiquer pour voir si ça marche ou pas avant de le proposer à un patient ou avant de le faire à un patient. Donc là, c'est quelque chose en fait qui est difficile à trouver. Ça utilise des dessins chamaniques, ça utilise des ordonnances d'herbes. Dans ce que j'en ai appris de la médecine taoïste, en fait, déjà il y a beaucoup plus de moyens que dans la médecine chinoise. Par exemple, dans la médecine chinoise, on peut faire circuler le qi, enlever du qi, remettre du qi. Il y a à peu près 7 ou 8 moyens différents. Dans la médecine taoïste, il y en a 12, une panel beaucoup plus compliqué. Et puis, dans la médecine taoïste, en fait, déjà le médecin de médecine chinoise, il a, comme dans le serment d'Hippocrate en médecine occidentale, le Ta Yi Ting Cheng, c'est-à-dire c'est un texte qui vous dit peu importe à quelle heure le patient va frapper à votre porte, vous y allez, peu importe le temps qu'il fait dehors, vous y allez, peu importe si la personne il y a 5 minutes vous a mis son poing dans la figure, maintenant il a besoin de vous, vous y allez, vous soignez tout le monde. Dans la médecine taoïste, c'est pas du tout ça. Dans la médecine taoïste, il y a énormément de règles pour savoir qui on va soigner et qui on ne va pas soigner. On peut laisser les gens de côté si ils ne sont pas conformes aux règles. Alors à ce moment-là, c'est pour ça qu'on n'entend pas parler des médecins taoïstes en fait, parce qu'ils interviennent que quand ils en ont envie. Donc la plupart des gens ne savent pas qu'ils sont médecins. C'est un concept qui est assez difficile à accepter. Déjà, c'est pas fait pour tout le monde et ça ne sera pas pratiqué sur tout le monde. Donc c'est pas gênant parce que c'est une toute petite partie. Mais voilà, si les patients ne sont pas conformes à certaines règles, on n'en parle pas. Et on peut rester à un niveau, voilà, je vous donne des herbes, c'est très bien, voilà, on parle de rien d'autre, c'est extrêmement facile de garder les choses pour soi. Ça c'est quelque chose. Et puis dans la conception de la médecine taoïste, en fait, peut-être que le patient a maintenant cette pathologie et qu'en fait c'est un retour karmique de quelque chose, donc il est en train de nettoyer quelque chose. Et si nous on intervient à ce moment-là, en fait, on lui résout son problème. Mais l'addition karmique, il va falloir que quelqu'un la paye. Et ça sera le médecin. Donc de toute façon, il va y aller avec extrêmement de prudence. Il va choisir ses patients, il va choisir les pathologies sur lesquelles il va intervenir. Ensuite, il faut demander au patient si il est d'accord pour ce genre de méthode. Et l'autre chose qui n'est pas facile pour les praticiens en général, c'est qu'on ne peut pas demander d'argent du tout en utilisant ce genre de méthode. Puisqu'on les reçoit gratuitement, on les fait forcément gratuitement. Donc pour quelqu'un qui vit de sa profession, c'est pas forcément facile à faire. Donc ça reste des méthodes qui sont employées de façon sporadique, mais qui sont intéressantes parce que c'est le plus haut niveau de la pratique en fait. Donc de voir que, évidemment ces méthodes vont nous apporter beaucoup, et de voir qu'on peut influencer sur la santé des autres, c'est un bonheur total. Donc voilà, ça c'est la différence. Après, il y a des différences dans les processus de cuisson des herbes qui sont beaucoup plus compliqués dans la médecine taoïste. Il y a plein de formules qui sont utilisées dans la médecine taoïste qui ne sont pas dans la médecine chinoise. Il y a des classiques du canon taoïste en fait, qui nous expliquent ces formules et qui sont un peu perdues avec le temps. Mais voilà, ça c'est la différence, c'est quelque chose que je voulais préciser. Oui, madame. Quels critères vous faites vos choix? Alors quels critères? Déjà il faut que la personne, je me rappelle plus très bien en fait, il y a 6 critères principaux. En fait j'ai fait une espèce de cérémonie parce que en fait si nous on veut pratiquer ça, c'est même pas nous qui décidons, il faut demander aux esprits si on peut ou pas pratiquer. Et si c'est non, c'est non. Donc j'ai de la chance que ce soit oui. Mais voilà. Donc déjà, il y a ça, il y a le fait que ça peut paraître bizarre, mais en fait, on donne le patient à un hôpital aussi qui est un hôpital en fait, qui est réel. Donc on donne le nom du patient pour qu'il s'en occupe aussi et pas seulement le médecin s'en occupe. Les critères, c'est 1, que la personne croit plus ou moins à ça. 2, qu'elle n'ait pas trop d'intérêt pour l'argent. Et un comportement assez sain, déjà à la base. Je vais avoir du mal à vous dire les 6 points.
parce que je commence juste, c'est quelque chose sur lequel on tombe un peu par hasard. Et en fait, même la personne qui m'apprend ça m'a vu arriver aussi un peu en disant, enfin quelqu'un